Tunisie, en un mot, on vient de rappeler brièvement l'état de ses troupes et ses contingents qui sont déjà présents sur place. 24 militaires jamaïcains arrivent aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, le début d'une nouvelle mobilisation, expliquent les autorités jamaïcaines. Pardon, mais ça paraît extrêmement dérisoire ce chiffre, 24 personnes supplémentaires. C'est pour la Oui, forme? c'est encore un nouvel échec annoncé, puisque ce qui pose problème, c'est qu'il y a une sous-évaluation réelle de la situation. Il n'y a pas encore pour le moment de larges préoccupations exprimées quant à une vision holistique, j'ai envie de dire, du problème. Parce que le problème sécuritaire, il est global, il est profond. Or, on a l'impression qu'on met un pansement sur une jambe de bois. Donc, pour le moment, on ne prend pas à bras-le-corps le problème. Or, la population attend à ce que les gangs soient matés, soient complètement neutralisés, qu'il y ait un retour à la sécurité normale. Or, et puis ensuite, on s'attend à ce qu'il y ait une prise en main de la question sécuritaire par les forces locales. C'est-à-dire la police nationale, on sait très bien qu'elle n'a pas les moyens. Mais il y a des velléités de réformer l'armée, c'est-à-dire il y a même un processus de recrutement qui est engagé avec de nouveaux jeunes, mais ils n'ont pas les moyens. Alors là encore, les États-Unis tendent à mobiliser des moyens matériels et en blindés, en chars blindés. Or, pour le moment, il faudrait aussi des hélicoptères pour conduire des opérations aériennes et pouvoir neutraliser les gangs. Pour le moment, les gangs restent puissants. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont une situation en face qui les permettent de les inférioriser, si vous voulez. Donc, pour le moment, c'est que la police nationale n'a pas encore déployé une politique sécuritaire efficace. Le gouvernement en place, malgré la mise en place, malgré l'arrivée de nouveaux gouvernements, ben, on voit encore le problème reste entier. On a entendu plusieurs États dire on va suivre, on va emboîter le pas aux Jamaïcains, nous aussi envoyer des hommes. Et ce chiffre, je reviens dessus, quand même 24 hommes, on a tendance à se demander est-ce que ça ne va pas provoquer davantage de frustration qu'autre chose au sein de la population? Oui, c'est une frustration qui existe, d'autant plus que les États-Unis, c'est eux qui embrassent le problème, c'est-à-dire tendent à imposer la question haïtienne comme étant une question interne aux élections américaines. Or, ce qu'on peut observer de la part des États-Unis d'Amérique, on a envie de dire, c'est une diplomatie à 4 saisons, c'est-à-dire au printemps, il y avait une invisibilisation de la crise haïtienne, sa banalisation, on a envie de dire. En été, l'appropriation de la crise et en automne, l'externalisation, c'est-à-dire en faisant appel aux troupes kenyanes, et par la suite, on voit bien qu'il y a l'intégration de la question haïtienne dans les jeux, les contingences de la politique intérieure aux États-Unis, parce qu'on sait très bien que les démocrates veulent avoir un bilan en ce qui concerne Haïti. Or, l'administration Biden montre encore son échec en ce qui concerne la question C'est pour haïtienne. ça qu'Anthony Blinken est venu la semaine dernière. S'il n'y avait pas d'élection, dans 2 mois, il ne serait sûrement pas arrivé. C'était depuis 2015 qu'il n'était pas... qu'une administration américaine n'avait pas envoyé quelqu'un sur place. Oui, d'ailleurs, on voit bien comment la question migratoire haïtienne pénètre le débat, parce que le candidat des Républicains a fait des déclarations, c'est vrai, jugées discriminantes, racistes vis-à-vis des Haïtiens qui sont... Les migrants haïtiens, notamment, ils sont 41 000 à avoir rejoint les États-Unis, mangeraient des chats et des chiens. Les Haïtiens ont répondu, hein, d'ailleurs. Les Haïtiens ont répondu et ont démenti. Mais ce n'est pas la première fois que la politique haïtienne s'intègre dans le jeu de politique intérieure aux États-Unis, parce qu'il y a plus de 2 à 3 millions d'Haïtiens qui ont la nationalité américaine, qui ont le droit de vote. Donc c'est une question interne. Et puis les démocrates ne veulent pas être jugés quant à leur échec en ce qui concerne Haïti. Mais c'est que la visite d'Anthony Blinken a montré que ce sont les États-Unis qui sont les maîtres du jeu et veulent garder l'autonomie sur la question haïtienne également en écartant toute solution d'un interne, parce qu'il faut le dire aussi, les Haïtiens ont proposé des solutions, mais ces solutions n'ont jamais été intégrées dans les stratégies de la diplomatie américaine. Lesquels auraient pu faire avancer le dossier? Eh bien, les Haïtiens ont proposé, par exemple, la réforme de la police nationale, la réforme de l'armée
et également de faire en sorte que les gangs sont neutralisés en essayant de couper le cordon ombilical, c'est-à-dire on sait très bien que les armes viennent des États-Unis notamment. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a une professionnalisation de l'activité des ventes d'armes. Il y a même des spécialisations. On observe que de plus en plus, il y a des acteurs haïtiens qui tentent de combiner les armes d'origine locale en important des pièces détachées sur Internet. Et puis, il y a aussi 3 pays importateurs d'armes, la Russie, les États-Unis, Israël. Donc on voit bien c'est un marché lucratif, d'autant plus que les armes achetées aux États-Unis sont très rentables en termes de vente sur le terrain. Et puis ensuite, depuis le président Jovenel Moïse, il y avait une liste d'importateurs de 11 individus connus qui importent d'armes. Et pour le moment, c'est vrai, les États-Unis ont envisagé des sanctions, mais pour le moment, ces sanctions n'ont pas un effet efficace quant au rôle des importateurs dans l'extension, ce qu'on peut appeler de l'économie criminelle. Vous êtes en train de dénoncer, si je lis entre les lignes, une forme de double discours. Il y a l'effet d'annonce, il y a la présence d'Anthony Blinken sur le terrain, mais derrière, on laisse les choses glisser tranquillement sur la pente? Oui, il n'y a pas une prise en main sous le plan global de la question. Notamment, le gouvernement haïtien qui est actuel tente d'engager une sorte de dialogue avec les gangs, ce qui n'est pas accepté par la population. Et on voit bien que dernièrement, le gouvernement a tenté de se rendre à un établissement public hospitalier, notamment l'hôpital, le CHU de Port-au-Prince, qui est aujourd'hui fermé. Et même les soldats kenyans étaient obligés de s'enfuir parce que les gangs ont pu montrer leur supériorité face aux forces locales. Alors, vous parlez des Kenyans. On va aller prendre le pouls dans un instant à Port-au-Prince parce qu'on a Défi Sémé qui nous attend et qui va nous dire concrètement comment ça bouge ou pas pour lui, vu de chez lui en tout cas. 2500 militaires et policiers devraient être sur le terrain, déployés au moment où l'on se parle. Il y en a 400 qui sont venus du Kenya, qui travaillent en Haïti. Il faut dire qu'il y en a 600 d'autres qui sont censés arriver, mais on est quand même très loin du compte, très loin de ce qu'on avait promis. La faute à quoi? Peut-être aussi au financement. On sait que la mission, elle est estimée à 600 millions de dollars par an. Ça fait 543 millions d'euros à peu près. Les Nations Unies, au moment où l'on se parle, n'ont reçu que 61 millions d'euros de sommes promises, notamment du Canada et des États-Unis. C'est un premier facteur explicatif, puisque la question haïtienne semble... elle est faible en termes de mobilisation. Elle ne mobilise plus la communauté internationale, pour des raisons qui sont liées aussi à la constante de la problématique haïtienne. Ça fait plus de 20 ans que la communauté internationale tente d'apporter une solution à ce pays. C'est vrai, très souvent, les missions des forces onusiennes sont présentes, mais on voit bien que ces missions ne sont pas efficaces parce que elles se fracassent contre l'absence d'une vision locale, c'est-à-dire contre l'absence d'une vision autour d'une communauté politique avec un projet commun qui puisse fédérer tous les Haïtiens. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a un ensemble d'acteurs politiques qui tentent de tirer les marrons du feu, c'est-à-dire qui vont aux élections mais pour s'enrichir et puis garantis par l'impunité. On l'a souligné ici aussi. Donc, c'est un premier facteur. Et puis, deuxièmement, les États-Unis considèrent comme étant leur précaré. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis 1915. Donc, ça veut dire que tentent à gérer eux-mêmes la question. Et or, les solutions haïtiennes, les solutions américaines ne correspondent pas, si vous voulez, aux attentes des populations locales qui souhaitent de préférence une implication des forces locales, c'est-à-dire une réforme de la police nationale, une réforme de l'armée. Il faut l'ajouter que les gangs sont très nombreux, étant donné qu'ils recrutent des jeunes enfants, et puis ensuite, ils ont aussi... Et on l'a souligné ici plusieurs fois, qu'ils ont des liens de connivence avec les hommes politiques, avec les entrepreneurs économiques. On va aller demander son avis à Défi Sémé. Bonjour, qui est avec nous. Vous intervenez depuis Port-au-Prince. Vous êtes directeur exécutif de l'association Basketball pour encadrer la jeunesse. Avec mon invité, on évoquait justement ces recrutements des jeunes par les gangs. Vous œuvrez contre cela au quotidien. Vous travaillez avec ces jeunes et par le sport, vous essayez de les garder dans ce cercle de la société. Vous évitez qu'ils tombent entre leurs mains. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être
être dit ici en plateau. Il faudrait confier les clés, notamment à la police nationale. Cette réforme de la police, ça pourrait être la clé? À mon avis, ce serait très difficile parce que imaginez-vous que la police nationale d'Haïti, en ce moment, c'est une force qui consiste en 6 600 policiers environ actifs. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir une force qui est vraiment réduite à un tel effectif, de pouvoir sécuriser une population d'environ 11 millions de personnes, avec environ 3 millions de personnes à Port-au-Prince. Défi Sémé, comment est-ce que vous avez vécu, on l'évoquait il y a quelques instants, la visite d'Anthony Blinken la semaine dernière, la première depuis d'un représentant américain depuis 2015? Bon, avec l'arrivée de M. Blinken en Haïti, il y a un média local, Aigo Post, qui a expliqué que durant la conférence de presse que M. Blinken a donnée, il a évoqué la reprise de l'hôpital principal de Port-au-Prince et la réouverture de l'aéroport comme exemple du travail de la mission kenyane avec le soutien de la police nationale d'Haïti. Cependant, l'aéroport qui avait été fermé en mars, après un assaut d'une grande violence des bandits contre les infrastructures de l'État dans la région métropolitaine, les Kenyans n'étaient même pas encore en Haïti lorsque l'aéroport avait recommencé à fonctionner à la fin du mois de mai, en marge des opérations des forces haïtiennes. Donc, c'est vraiment bizarre que M. Blinken a attribué cette réussite grâce à la présence des forces kenyanes en Haïti, lorsque les policiers kenyans n'étaient même pas en Haïti. On a échangé avant cet entretien. La première question que j'aurais dû vous poser, c'est comment est-ce que vous allez? La dernière fois que vous interveniez sur cette antenne, c'était à la fin du mois de mai. Il y avait une violence extrême qui s'exprimait dans les rues de Port-au-Prince. Vous me disiez hier par téléphone, ça va un peu mieux. Oui, je dirais que la situation s'est améliorée légèrement, dans le sens que les gangs surtout étaient vraiment mobilisés pour pousser l'ancien Premier ministre Ariel Henry à laisser le pouvoir. Donc, depuis la démission d'Ariel Henry, il y a eu une petite amélioration, je dirais. Mais je pense que c'est aussi en raison du fait que les gangs ont peut-être changé de stratégie, surtout avec la possibilité d'avoir une mission de grande envergure présente en Haïti. Donc, je pense qu'ils se préparent pour la possibilité d'avoir une telle force présente sur le territoire. Comment est-ce que vous appréhendez les semaines, les mois qui arrivent? C'est difficile à dire parce que jusqu'à présent, on a beaucoup de déceptions en ce qui concerne le rythme auquel se progresse cette mission. Donc, on n'a aucune idée de la quantité de policiers ou de soldats qui seront présents en Haïti pour appuyer la police nationale d'Haïti. Donc, c'est vraiment difficile à dire. Merci beaucoup, Défi Sémé. Merci pour ce témoignage qui nous témoigne d'un léger mieux. On arrive à circuler maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques semaines. Il y a des vrais sujets, des vrais dossiers qui sont très concrets sur la table. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a tiré hier la sonnette d'alarme face à la crise alimentaire en Haïti. Je cite, « Nous devons agir maintenant pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grave. 608 000 personnes doivent recevoir une assistance urgente. Ce sont environ 125 000 enfants qui souffrent déjà de malnutrition sévère. »
Oui, on peut comprendre l'état catastrophique de la situation puisque les différents départements, 4 ou 5 départements, sont coupés de Port-au-Prince. On sait très bien que, par exemple, il y a des départements de la Gandance, de l'Artibonite, qui étaient considérés comme les greniers de Port-au-Prince. Or, ces départements, les producteurs n'arrivent plus à écouler leurs produits. C'est du gâchis total. Donc, on peut comprendre qu'il y a une situation de famine qui s'annonce, et que les Haïtiens, aujourd'hui, ont recours au système D à la débrouille pour essayer de survivre. Alors, quand on parle de légère amélioration, mais elle est complètement relative, puisque les gens n'arrivent plus à entrer en contact avec les 4 départements qui sont coupés de Port-au-Prince, par exemple le département du Sud, le département de la Grand'Anse, le département de l'Artibonite, et également du Sud-Est. Donc, Port-au-Prince reste enclavé, et puis d'autant plus qu'il y a un seul établissement public hospitalier qui fonctionne, celui de la Paix, et le CHU, le centre hospitalier public de Port-au-Prince, n'est pas en état de recevoir les patients. Donc il y a une situation sécuritaire désastreuse et aggravée par l'absence d'une solution efficace. Défi Sémé nous disait à l'instant quelque chose d'intéressant, les gangs ont peut-être changé de stratégie. Qu'est-ce qui motiverait ça ? Mais certains souhaitent avoir l'amnistie et le gouvernement avait tenté à travers un acteur international qui parlementait avec les gangs pour essayer de trouver une solution. Mais aujourd'hui, ils ont mis en place une commission de réconciliation, pas une commission de réconciliation nationale, en tout cas une commission qui est en train de jeter les bases d'une commission de réconciliation nationale. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est-à-dire que on va avoir recours à ce qui a été déjà connu, c'est-à-dire en 1994, le principe de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Mais, et puis, les gangs s'attendent aussi, sans doute, à ce qu'ils soient amnistiés. C'est sans doute un signal envoyé par les gangs de ce côté. Merci beaucoup, Jacques Nézy, d'avoir été notre invité du jour pour faire le point sur la situation en Haïti à l'heure de l'arrivée donc imminente de ces 24 hommes, chiffre dérisoire, on a commencé par le rappeler, qui arrivent donc sur l'île, 24 Jamaïcains. On aura l'occasion de nouveau